tout le monde. Bienvenue à une autre saison d'En voiture. Évidemment, l'an dernier, ceux qui se souviennent, on a dû faire relâche pour des circonstances personnelles qu'à un moment donné, on manque de temps. Fait j'ai malheureusement dû abdiquer pour la saison d'En voiture, mais on revient cette année avec un peu la même formule. On va vous parler des nouveautés, des rumeurs, des nouvelles qui s'en viennent. On a des reportages sur la voiture électrique, c'est ce qu'on va regarder cette année. Fait qu'on va essayer d'avoir des choses diverses. On a des petites surprises pour vous. On a des images qu'on a tournées, même à l'extérieur du pays, qu'on devrait voir éventuellement. Puis on reste à l'affût de tout ce qui se passe. Le monde de l'automobile est en ébullition toujours, est en grand changement avec les véhicules hybrides électriques, mais je pense que la tendance est de plus en plus vraiment aux 100% électriques. En tout cas, surtout au Québec, là, c'est avantageux. Certaines personnes en discutent, d'autres disent c'est pas si. Il y a une chose qui est faite dans tous les calculs environnementaux qui ont été faits au niveau des véhicules électriques. Un véhicule électrique au niveau planétaire, au niveau impact écologique, ça a un impact écologique, c'est pas vrai que c'est zéro. Par contre, avec l'hydroélectricité pour la recharge, ce qu'on dit, c'est qu'au Québec, après 86 000 km, le véhicule devient plus intéressant au niveau écologique qu'un véhicule à essence. Donc, ça prend 86 000 km pour effacer la trace environnementale du véhicule. Donc, 86 000 km pour un véhicule électrique, c'est peu. C'est des véhicules qui ont une bonne durée de vie. La mécanique, c'est plus endurant. On peut peut-être penser faire franchement des 200-300 000 kilos et plus. Donc, l'empreinte est pour les Québécois. Si vous n'êtes pas au Québec, si, par exemple, chez vous, on fait l'électricité au charbon, des choses comme ça, là, ça peut être discutable. Ce qui est une évidence aussi, utiliser une voiture électrique en ville, dans les grands centres urbains, c'est quand même intéressant parce que ça limite la concentration de pollution dans un secteur donné. En campagne, c'est moins... on a moins de smog, on a moins de choses comme ça, on n'est pas concentré. En tout cas, c'est une tendance lourde. Tous les manufacturiers s'en vont lentement mais sûrement vers l'électrique. Donc, on va avoir des reportages là-dessus, mais on va quand même regarder ce qui se propose dans les véhicules, disons, plus standards. Fait qu'on peut commencer directement avec rumeurs et nouvelles pour cette première émission. Je vais juste me replacer. OK. Bon, la plus grosse nouvelle qui est sortie au mois de juin cette année, c'est l'arrivée de la nouvelle Corvette, la Corvette C8, qui est la grosse différence avec toutes les Corvettes qui ont été faites auparavant. C'est un véhicule à moteur central. Donc, c'est tout nouveau. Les Corvettes, on a vu souvent dans les 20-25 dernières années des prototypes, supposément des Corvettes, avec moteur central, mais jamais ces véhicules-là ont touché la production. Maintenant, la nouvelle, elle est vraiment en production, elle est disponible à un prix d'autour de, là, j'ai pas mes notes ici, mais d'autour de 75 000 $. Donc, ça en fait probablement la voiture à moteur central la plus abordable. Tu sais, si on compare des Ferrari, des McLaren ou des choses comme ça, c'est des 200-300 000 $. Bon, évidemment, cette première version-là, c'est pas nécessairement la plus performante avec le plus gros moteur. Il y a des versions qui vont arriver en 2021, 2020, 2021 avec des moteurs plus puissants, avec des prix probablement beaucoup plus élevés. Mais n'en reste pas moins que c'est une voiture extrêmement performante. On voit la silhouette, là, elle est extraordinaire, c'est vraiment bien. On peut regarder aussi du côté de l'intérieur, c'est ultra moderne, les écrans, tout est là, le volant qui n'est pas tout à fait rond avec des plats en haut et en bas, c'est très joli. J'ai malheureusement pas eu la chance de l'essayer, mais c'est une voiture là, qui... Dans l'histoire de Corvette, ça va être un point marquant. Il y a eu plusieurs évolutions. Chaque véhicule évolué a eu des choses. Mais première Corvette, moteur arrière, moteur central, c'est quelque chose. Même si on voit là, ici, on a une vue de l'arrière du véhicule. Dans la lunette arrière, on voit très bien le moteur. Donc, c'est comme assez exceptionnel. Je pense qu'il faudrait dire la plus grosse nouveauté nord-américaine cette année, c'est sûr que ça va être Corvette. Une autre nouveauté, dans un créneau totalement différent chez Ford,
ils nous reviennent avec la camionnette Ranger. La camionnette Ranger a fait la pluie et le beau temps dans les années 90, fin 2000. Il y avait même une version qui était fabriquée pour Mazda ou avec Mazda en collaboration. C'était exactement le même véhicule, Mazda B2000 si je ne m'abuse. Et ce véhicule-là, complètement disparu du marché, qui était une camionnette un petit peu plus petite que nos camionnettes pleine grandeur. On revient cette année avec un beau véhicule avec un moteur V6. Donc, c'est un beau véhicule, ça devrait plaire à plusieurs personnes qui n'ont pas nécessairement besoin d'une camionnette pleine grandeur. L'esthétique est très, très jolie. Je vous invite à regarder ça de plus près si la camionnette vous intéresse, puis que les grosses camionnettes vous intimident ou ne répondent pas à votre besoin étant donné que c'est trop gros. Je pense que Ford va faire un excellent vente aussi. Pour rester aussi, on parlait de véhicules électriques en tout début d'émission. Il y a Ford là, qui travaille sur un véhicule qu'on ne sait pas trop. C'est un SUV. Certains l'appellent le Mach-E parce que vous avez connu la fameuse Mustang Mach-1. Mach-E, ce serait un SUV 100% électrique. Avec vraiment un look, on le voit très bien ici dans les deux photos, un look de Mach-1, de Mustang, mais en format SUV. C'est sûr que ça peut compétitionner éventuellement avec certaines versions de Porsche qui sont aussi se lancer dans les SUV. On dirait aujourd'hui que tous les véhicules s'en vont vraiment dans les SUV. C'est quasiment un abandon même des voitures traditionnelles. Disons que dans ce cas ici, là, si les esquisses qu'on a, c'est pas la version officielle non plus, mais je pense que le style qu'on a su donner à cette voiture-là qui s'en vient pour 2020 ou peut-être fin 2020, modèle 21, parce que je trouve qu'on est quand même au mois d'octobre, les modèles 2020 commencent vraiment à arriver, puis on n'a pas énormément d'infos sur ce véhicule-là, donc très probablement que ça sera mis en production plus au milieu ou à la fin de l'année 2020 comme véhicule électrique, et donc peut-être même avec appellation 21 quand on rentre tard en saison, c'est ce qui arrive souvent. Mais je pense que s'il n'y avait aucune inscription, si on n'avait pas le logo du petit cheval fringant, on aurait vraiment quand même... Oh, c'est une Mustang? Effectivement, on a su conserver le look Mustang. Fait que ça, c'est super intéressant. Ça peut être une voiture, là, tout dépendra des prix, des performances électriques du véhicule, mais je pense que ça va être intéressant à voir. Fait que ça fait un peu le tour de les nouvelles et rumeurs pour cette semaine. On reste à l'affût, je vais continuer à suivre ça et vous présenter les choses les plus intéressantes, mais il y en a plein, il y a des véhicules nouveaux qui s'en viennent de différents manufacturiers. Fait qu'on va vous présenter ça dans les semaines qui viennent. Pour la suite de l'émission, on va regarder un reportage qui a été fait au Salon des véhicules électriques de Montréal. On a des interviews, on a des différentes choses. Fait on regarde ça ensemble. Bon visionnement. Accompagné de Daniel, un représentant de FCA, Fiat Chrysler Automobile. Oui. Ici, je vois au salon, vous avez la Pacifica, qui est un véhicule hybride, pas 100% électrique, mais qui a quand même une autonomie à peu près sans limite avec le moteur à essence, j'imagine? Oui, exact. Avec le moteur hybride, avec la portion électrique, on peut aller jusqu'à 53 km.
et dépendamment des températures et de la conduite, on peut aussi dépasser ça facilement. Et au total, avec le gaz, 911 km. Donc, aussitôt que l'électrique est terminé, le gaz embarque. Et puis, on peut aussi, il est rechargeable aussi comme tout hybride là, au niveau de la conduite. Donc, ça embarque ici et là, lors de la conduite. Quand on dit rechargeable, c'est un plug-in, comme on dit, ou c'est rechargeable aussi avec le moteur à essence? Les deux. Donc, oui, c'est un plug-in. Donc, sur une charge de vitesse 2, on peut aller 2 heures. Et sur une charge normale de maison, 11-12 heures environ, donc pendant la nuit pour charger. Et puis, évidemment, lorsqu'on conduit, lorsqu'on descend des côtes, lorsqu'on freine, ça va aussi recharger la batterie. OK. Le moteur entraîne vraiment les roues. Il n'entraîne pas de génératrice. J'ai bien compris? Non, exactement. Ouais. Exact. OK. Donc, c'est un véhicule tout dédié pour la famille, dans le sens que tous les déplacements urbains, la semaine, pour aller au travail, on est genre 100% électrique. Et si le week-end, on s'éloigne un peu, bien là, à ce moment-là, le véhicule nous le permet. Là. C'est la beauté de la Pacifica, c'est-à-dire que les batteries sont en dessous, ce qui était le système Stow and Go qu'on a dans d'autres mini-fourgonnettes. Oui. Donc, la mini-fourgonnette qu'on voit ici, elle n'a aucunement changé. Donc, tout ce qui est disponible pour une mini-fourgonnette normale l'est pour la hybride. Donc, il n'y a aucune perte d'espace, aucune perte de... Le côté pratique d'une mini-fourgonnette reste à 100%. Et c'est ce qui est très attrayant pour les gens. Donc, tu peux aller le côté plus vert, côté électrique, mais tout en pouvant déplacer toute la famille pendant la fin de semaine. Et le prix de détail d'un modèle de base, comme ça, on parle de? C'est dans les 53 000. Évidemment, c'est éligible jusqu'à 8 000 de rabais au Québec, ce qui est le maximum offert pour ce type de voiture. Donc, ça commence, tu peux pratiquement avoir une Pacifica hybride tout équipé pour le prix d'une régulière. C'est quand même abordable, bien intéressant pour la famille. Puis c'est le fun de voir que le véhicule électrique, le véhicule hybride, bien, c'est pas juste des petites voitures, c'est quand même un véhicule familial dans ce cas-ci. Et très pratique parce que les gens, que ce soit les familles, les gens retraités qui ont besoin de déplacer des choses ou des gens, évidemment avec ceci, on peut tout faire. Bien, merci beaucoup. Merci, Marie. Je suis en compagnie de M. François Lefebvre, représentant de Nissan. Bonjour. Bonjour, bonjour. On est ici à côté de nous, la nouvelle Leaf. Je pense que c'est tout nouveau. Ça vient à peine d'arriver au Canada. Exactement. C'est arrivé au mois de février. Au mois de février. Oui. Comparativement à l'ancienne Leaf, je pense qu'elle a un petit peu plus d'autonomie et tout. Exactement. Elle a 40% de plus d'autonomie. Donc, on est passé de 172 de moyenne d'autonomie à 242 km d'autonomie de moyenne. 242? Oui. 100% électrique, quand même très bien. 100% électrique, exactement. OK. Le temps de recharge, on parle de? À peu près de 0 jusqu'à 242, c'est à peu près 7,5 heures. 7,5 heures. Sur le niveau 2, évidemment, 240 volts. 240 volts, ce qu'on peut avoir sur une borne dans la maison. Exactement, exactement. Donc, c'est bien. Je vois ici, il y a de la publicité sur un système d'assistance pro-pilote. C'est-tu une semi-autonome, un peu dans ce genre-là? C'est vraiment notre premier système vraiment semi-autonome. Évidemment, c'est une assistance routière. Okay. C'est pas un système autonome. Donc, on a le radar qui guide, comme qu'on le voit sur nos véhicules qu'on a déjà du côté Nissan et Infiniti, qui régularise la distance entre le véhicule qui est devant nous. Donc, on met la vitesse qu'on veut, donc 100 km à l'heure. Pour rester légal. Oui, donc 100 km à l'heure sur l'autoroute. Et puis, ça va suivre jusqu'à une distance que vous pouvez, avec trois settings de distance, okay. la voiture devant. Donc, ça, c'est numéro 1. Et le système joue avec un autre système, fonctionne avec un autre système qui est au niveau de la guidance de la voie. Donc, okay. c'est une caméra qui regarde les lignes de la route, le contraste des lignes de la route, et qui garde le véhicule entre les lignes, donc même quand ça tourne. Donc, ça, c'est un système qui fonctionne dans la ligne du centre et de gauche sur l'autoroute, par exemple, quand les lignes sont constantes. Et c'est très clairement indiqué quand le système voit les lignes ou non. Et on doit avoir les deux mains sur le volant. OK. Parce qu'on veut vraiment que le conducteur soit en contrôle du véhicule et aussi conscient de son environnement en tout temps. C'est pas un système autonome, c'est un système semi-autonome qui vraiment enlève le stress de la route de tous les jours, surtout quand on est pris dans le trafic, parce que ça peut aussi arriver à un arrêt complet, puis repartir sans déconnecter. OK, c'est bien. Ça serait bon pour moi, je fais un petit peu un mangeux de ligne jaune. Ça me corrigerait. Puis l'autre chose qui est vraiment intéressante, puis c'est vraiment la chose préférée de la 2018 que j'aime très bien, c'est la e-pedal. La e-pédale. OK. Donc ça, c'est une pédale qui régénère. Donc la pédale d'accélération qui régénère la batterie quand on lève le pied. Donc ça freine. Ça freine. Donc ça freine.
sans utiliser les freins. C'est juste le moteur qui freine le système et charge la batterie. OK, ici, sans utiliser les freins. On ne veut plus accélérer, on ne veut plus aller à cette vitesse-là. Donc, à ce moment-là, c'est un peu comme si on mettait un frein électrique d'une certaine façon. Oui, donc c'est comme un dyno qui va donner de l'énergie à la batterie. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on accélère, on peut accélérer, décélérer, freiner et arriver à un arrêt total des lumières. Donc, on est complètement arrêté, sans jamais toucher au frein, même dans une côte, en montant ou en descendant. La voiture ne va jamais bouger. Donc, on n'a jamais besoin de toucher la pédale de frein à votre gauche. À moins d'une urgence. À moins d'une urgence, à moins qu'on ait mal calculé Puis, s'habituer à utiliser ce système-là, c'est pas une question d'heures, c'est une question de minutes. Alors, c'est pas comme essayer de conduire une transmission manuelle. C'est pas du tout comme ça. C'est intuitif. C'est très intuitif. C'est ça que je dis tout le temps. C'est intuitif, puis c'est vraiment amusant. Tu peux vraiment conduire avec une pédale durant tout ton voyage. C'est une question de s'habituer un peu. Moi, par exemple, je conduis à 98% avec une pédale. Je vais passer au frein jusqu'à quelqu'un qui me coupe. Donc, ça arrive pas trop souvent à Montréal, je suis sûr, mais... Non, Montréal, ça n'arrive jamais. C'est bien. On parle d'un prix de détail de combien pour la nouvelle ligne? Donc, ça commence à 35 998, donc 36 000. Le modèle de base. Moins la déduction. Moins la déduction de 8 000 de l'ordre de 8 000 exactement. Tout à fait. Donc, on est vraiment en bas de 30 000 là. Absolument. Puis, donc, la brochette de prix, c'est 36, 39 et 42. Okay. Donc, S, SV et SL. Et le véhicule même de base est très bien équipé. Il y a la E-pédale, il y a les sièges chauffants, évidemment, et le volant chauffant. Parce que pour nous, c'est très important d'être efficace au niveau de la chaleur. Donc, c'est plus efficace de réchauffer votre corps avec les sièges chauffants que réchauffer l'air. Oui. Alors, c'est toutes des petites astuces qu'on avait dans la dernière génération, qu'on a apporté dans la nouvelle génération, qu'on a vraiment gardé parce que c'est très efficace. C'est très efficace. Exactement. C'est très intéressant comme véhicule. Oui, on a plus de pouvoir. Donc, le fun qu'on avait à conduire une 2017, l'ancienne génération, est encore plus le fun parce qu'on a augmenté 36 les chevaux et de 26 le couple. Donc, maintenant, on a 36 de couple, 236 de couple. Oui. Donc, qui est l'équivalent d'un VUS. Oh, oui. Alors, c'est significatif. Il n'y a pas une transmission conventionnelle. Donc, on a 100% du couple à 0 km à l'heure. Oh, oui, c'est la beauté d'un moteur électrique. La beauté, oui, d'un moteur électrique ou véhicule électrique 100% électrique. Donc, c'est vraiment encore plus le fun comme expérience de conduite. Évidemment, le poids de la voiture est au centre. La voiture était conçue pour être électrique, donc la batterie est au centre, donc le poids est au centre. Alors, le centre de gravité est parfait. Elle est parfaitement bien équilibrée comparativement à une voiture à essence. Et évidemment, c'est le silence, mais total. On n'a pas la vibration de piston constamment qu'on est habitué depuis 100 ans à sentir. Qui est quand même bien isolé dans bien des voitures, mais quand même, il est on présent. Le sent quand même. Il est toujours là. Et évidemment, le bruit. Là, il n'y a pas de bruit, pas de vibration. C'est le confort total. Bien intéressant. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes en train de me convaincre. Bien, c'est ça. Je prends des commandes. Merci. Salut. Bonjour, je suis avec Romaric, représentant de Toyota ici au salon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous parler un peu de l'offre de Toyota sur les véhicules, soit 100% électriques, soit hybrides, ou on en est où au Canada avec ça? Alors, Toyota vend depuis pratiquement 20 ans déjà des véhicules hybrides. Les véhicules hybrides, c'est un véhicule qui associe un moteur essence avec un moteur électrique. Et on a commencé en 1997 avec la Prius. Et depuis, on a vendu 11 millions d'hybrides dans le monde. Mais quand on regarde le Canada, le marché canadien, on propose 13 véhicules hybrides entre la marque Toyota et la marque Lexus. Donc des véhicules qui réduisent leur consommation de carburant avec cette technologie. Ça, c'est uniquement pour les versions hybrides. On a depuis 2017, l'année dernière, on a lancé la Prius Prime, qui est une version hybride rechargeable de la Prius, qu'on a ici au salon, qui est derrière moi. Et c'est une version qui peut rouler 35 km en électrique. Et ensuite, vous passez en mode hybride. Et là, vous avez 995 km d'autonomie, donc hybride, donc pour une autonomie totale de 1035 km. 1035 km. Quand même, c'est le temps d'aller faire de dos. Après, on a fait une bonne journée. Donc, à ce moment-là, quand on run en mode hybride, on a une consommation de l'ordre de... Alors, la consommation de la Prius Prime, vous savez, on parle de litres équivalents pour les véhicules branchables. Oui. Donc, la consommation de la Prius Prime, c'est 1,8 litres équivalent. Mais si vous regardez uniquement la consommation en mode hybride, donc une fois que la batterie est vidée, c'est une consommation d'environ 4,3 litres au 100 km. Quand même très bonne. Très bonne. Voilà. C'est bien. On va se déplacer. Il y a un petit véhicule qui m'intrigue beaucoup à l'arrière de la Prius ici, qui est très belle en passant. Hein? Merci. Très beau véhicule.
C'est quoi ce petit véhicule qui me semble vite comme ça, un monoplace ou... C'est exactement ça, c'est une voiture monoplace, ça s'appelle un Toyota Coms. C'est un véhicule qui est vendu au Japon et qui est proposé à certains sous forme de autopartage, de programmes d'autopartage dans d'autres régions du monde, notamment en France. Et c'est un véhicule pour la ville qui veut rouler à 60 km/h, qui a 50 km d'autonomie, qu'on peut recharger en 6 heures sur une prise normale. Et c'est un véhicule à une seule place, donc on peut utiliser soit pour des transports donc de courte distance. Et vous avez deux versions en fait. Vous avez une version passager puis une version avec un coffre, une valise un peu plus grande à l'arrière pour transporter du matériel. Pour servir un livreur de pizza, par exemple. Par exemple, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Comme ça. Bien. Mais pas disponible actuellement au Canada. Alors, pas disponible. Non, on a juste ces véhicules-là en démonstration. Pour l'instant, le seul pays dans lequel le véhicule est vendu, c'est au Japon. OK. J'imagine que c'est parce qu'il n'est pas homologué au niveau de Transport Canada et toutes les normes. Là, voilà, vu que c'est un véhicule à faible vitesse, 60 km/h, on ne pourrait pas l'utiliser au Canada sur les routes. Okay. Donc, c'est un véhicule qui pourrait être limité uniquement à des enclos fermés, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas encore commercialisé. Peut-être que ça viendra un jour. Peut-être. Il y aura peut-être quelque chose. Il y a des choses dans l'air des fois qu'on entendait qui feraient de l'espace, ce genre de petits véhicules-là. En ville, c'est intéressant aussi. Oui, c'est intéressant. Si on parle au niveau congestion, juste ça, t'en mets quasiment 2 dans l'espace d'un. Oui, tout à fait. Il ne faut juste pas oublier qu'il n'y a pas de chauffage dans le véhicule. Donc pour le Québec, ce serait bon pour l'été, mais pas trop pour l'hiver. Okay. Bien, merci beaucoup, c'est intéressant. Je vous en prie, merci. Ça vaut combien à peu près, mettons? Ça, au Japon, ils les vendent environ aux alentours de 10 000 $. OK. C'est quand même raisonnable. Voilà. Ouais. C'est un petit véhicule, petit prix. Entre le scooter et l'automobile, à peu près. Exactement. Ça offre plus de protection qu'un scooter. OK. Voilà. OK, merci. Ça, c'est le premier modèle de Tesla? Oui, exactement. Ça, c'est le premier modèle de Tesla, c'est le Roadster. OK. Ils le font plus, hein? Non, ils le font plus. Ça, c'est des voitures de collection. Oui, j'imagine, hein? Quasiment, okay. oui. Je suis avec Stéphane Pascalon, représentant du club Tesla Québec. Un petit peu particulier, un club Tesla Québec, c'est quoi au juste? En fait, c'est un club de propriétaires de Tesla. On s'est regroupé il y a 5 ans maintenant, quand on a eu nos premières Tesla qui sont arrivées au Québec. Et on voulait partager l'enthousiasme et le plaisir qu'on avait de rouler en Tesla. Et donc, on s'est réunis, puis on a créé une mission qui est de sensibiliser les gens autour des véhicules électriques grâce aux magnifiques véhicules Tesla qui sont là. C'est pas comme certaines personnes pourraient penser qu'ils ont formé un club pour régler les problèmes. C'est pas ça pas tout, parce que je pense que Tesla, au niveau fiabilité, la cote est excellente. Il y a des soucis comme toutes les voitures, ça reste un véhicule, donc c'est pas parfait, mais c'est des véhicules qui sont quand même de très bonne qualité. C'était beaucoup plus pour partager notre expérience, parce que l'expérience de rouler en véhicule électrique est tellement différente de rouler dans un véhicule à essence que quand on partageait ça avec nos voisins, nos amis, ils comprenaient pas notre excitation. Le jour où vous êtes assis dans un véhicule électrique et puis que vous avez vécu cette expérience-là, vous vous dites « Waouh, je viens changer d'époque ». D'accord ? Et ça, on voulait partager ça avec notre entourage et puis personne ne nous comprenait. Donc on se partageait entre nous, puis là on a pu grandir là-dedans et puis finalement après on a développé notre mission pour sensibiliser les pouvoirs publics aux intérêts des véhicules électriques et sensibiliser les autres personnes. Puis c'est pour ça qu'on est là encore aujourd'hui. Ici vous avez quand même en démonstration à peu près toute la gamme de Tesla, inclus le petit Roadster qui date quand même de quelques années. Oui, mais c'est ça, le Roadster date entre 2008 et 2010, il était produit par Tesla, ou même 2011, jusqu'à 2011. Fin 2012, début 2013, donc il y a la Model S qui est arrivée. Il y a ensuite le Model X qui est arrivé ici. Qui est un petit SUV. Qui est un petit SUV, exactement, qui est arrivé il y a maintenant 2 ans. Et puis ça, c'est la prochaine voiture qui arrive. En fait, elle n'est pas encore disponible au Canada. Et donc, elle est là en exclusivité. On l'a fait venir de New York. On a appelé un propriétaire de New York qui est venu ici pour nous épauler. C'est le Model 3 qu'on appelle. Voilà, c'est le Model 3. Donc, c'est la Tesla qui est à un prix beaucoup plus abordable. Tous les autres véhicules dont on parle ici sont des véhicules qui étaient proches de 100 000 $. Ça, c'est un véhicule qui va être aux alentours de 50 000 $. 50 000 $ canadiens, là. Oui, le modèle de base va être à 40 000 et puis avec des options, on peut monter jusqu'à 60 ou 70, donc en moyenne 50 000 $. 50 000 $. C'est plus un intermédiaire, on dira? Oui, c'est une berline, une petite berline qui a quand même 5 places, qui remplit les fonctions d'un véhicule tout à fait honorable et qui va avoir une autonomie de 400 km. Et donc, et c'est une Tesla avec toutes les interfaces à l'intérieur. Si vous voyez les écrans qu'il y a, etc. Là, on avait fait... Oh, l'écran est très grand. Voilà, c'est un grand écran. Il n'y a rien devant le conducteur. C'est un véhicule qui est amené à devenir un véhicule autonome dans le futur. Dans le futur.
voiture. Ouais. Est-ce que ce qu'on achète, par exemple, aujourd'hui, ou là, ce qui sera disponible au Canada, j'imagine, au courant de 2018, quelqu'un qui achète un véhicule comme ça, est-ce qu'il va avoir des mises à jour pour qu'un jour, que ce véhicule-là, particulièrement, devienne autonome, ou ce sera une nouvelle version de la 3? Ben, en fait, elles ont toutes le hardware, donc tous les équipements nécessaires pour le devenir. C'est juste vraiment un problème de logiciel qui va s'améliorer. Donc oui, il faut se dire que dans le futur, ces véhicules-là vont pouvoir l'être. En fait, toutes les Tesla qui sont sur le marché reçoivent des mises à jour régulièrement et s'améliorent en tout temps. Donc le modèle qui est là-bas, c'est un modèle 2013, mais il a les fonctionnalités d'un modèle 2018, à quelques exceptions près parce qu'il n'a pas le hardware nécessaire. Mais donc c'est ça la magie un peu de Tesla, puis c'est la magie un peu de tous les nouveaux véhicules, c'est cette connectivité qu'ils ont et finalement les véhicules s'améliorent avec le temps parce qu'ils reçoivent des mises à jour. Le même véhicule, donc on n'a pas besoin nécessairement de changer de véhicule pour avoir des améliorations. Non, les améliorations viennent tous les 6 mois et on vit les mises à jour même si on a un véhicule qui date d'il y a 3 ans, 4 ans. Donc quand vous achetez une Tesla d'occasion, vous allez avoir les mises à jour de 2018 dedans. C'est bien. Voilà. Très, très intéressant. Ça change un peu la façon de penser. Oui, complètement. C'est vraiment une autre approche du véhicule. C'est une approche très Silicon Valley, d'accord? Donc, oui. Ils sont venus avec une philosophie informatique. Et donc, ces mises à jour-là, c'est très nouveau. Mais ça bouscule un peu l'industrie, d'ailleurs, parce que c'est nouveau. Les mises à jour des véhicules se font beaucoup par informatique. Ah, c'est bien. Mais merci beaucoup de votre temps. Bon salon. Ça fait plaisir, pareillement. J'espère que cette première émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et on reste ouvert à toutes les suggestions aussi. Je vais en profiter en terminant pour remercier TVME, la télé communautaire de Valcourt, de me donner la chance de vous parler d'automobile. Et un peu plus tard en saison, avec l'hiver approche, on va vous parler de motoneige, évidemment, ceux qui me connaissent. Donc, on va faire à peu près un bon 5-6 émissions sur l'automobile cet automne. Puis on vous revient dès le mois de janvier avec une émission motoneige et peut-être une émission pré-saison en novembre sur la motoneige. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et soyez prudents sur les routes.